Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc maintenant, nous avons nos équations de Maxwell et nous pouvons nous demander quelles sont les solutions de ces équations dans le vide. Alors évidemment, dans le vide, il n'y a pas de charge électrique, pas de courant. On peut en avoir ailleurs qui produisent des champs électriques et magnétiques et on considère la solution des équations dans une partie, dans un domaine qui serait vide. Dans ce cas-là, la densité de courant, la densité de charge est nulle, ainsi que le courant. Vide, pas de matière, pas de charge, pas de courant. Et on démontre alors que ces équations, plus simples, qu'elles soient égales à 0, les 4 équations, ont une solution générale qui est donnée par une somme quelconque de solutions de la forme B égale K produit vectoriel A fois sinus oméga t moins KR moins phi et E pour le champ électrique égale A fois sinus, la même expression oméga t moins KR moins phi. Dans ces solutions, oméga est la pulsation qui est égale à 2pi fois la fréquence. K est le nombre d'ondes qui est égal à 2pi divisé par la longueur d'onde. Phi est la phase. Et A, donc K est un vecteur. A est un vecteur aussi qui donne l'amplitude du champ électrique et magnétique et la direction de ce vecteur donne la polarisation. Et ceci sont les équations d'une onde électromagnétique, c'est-à-dire d'un champ oscillant dans l'espace et dans le temps, et qui se propage. On montre de plus que la vitesse de propagation est donnée par lambda fois nu, et que c'est égal à O c, et que c'est égal à 1 sur racine de mu0, epsilon 0. Et que ceci vaut 300 000 km par seconde. Les champs électriques et magnétiques, notons dans une onde électromagnétique, les champs électriques et magnétiques sont toujours perpendiculaires et en phase, ils oscillent en même temps. Ça, c'est une découverte de Maxwell. À l'époque, on a tout de suite soupçonné que les ondes électromagnétiques étaient de la lumière. Et les résultats de Maxwell furent confirmés par deux résultats. D'abord par la mesure précise de la vitesse de la lumière, nous avons vu comment, qui ont montré qu'elle était égale à 300 000 km par seconde, qui confirmait donc la justesse de la théorie de Maxwell et l'identification de la lumière à une onde électromagnétique. Hertz, deuxième résultat, Hertz, peu de temps après, réussit à montrer l'existence des ondes radio, donc des ondes non visibles cette fois-là, mais à plus grande longueur d'onde. Il utilisait pour cela un éclateur, c'est-à-dire un anneau porté à un fort potentiel avec deux boules très proches l'une de l'autre, tel que si une onde électromagnétique passait au niveau des boules, un petit éclair se produisait. Il utilisait un arc électrique pour produire des ondes électromagnétiques, c'était donc très rudimentaire, et il se baladait avec son anneau dans la pièce et observait la formation des petits arcs électriques, et il a pu ainsi déterminer non seulement l'existence des ondes radio, mais également même mesurer leur longueur d'onde et leur phase, ce qui est assez remarquable. Voilà pour les ondes électromagnétiques. Vous voyez que c'est pas bien compliqué, mais évidemment, on n'a pas fait le calcul complet pour obtenir ces solutions. Ensuite, on montre que pour tout champ, donc en mathématiques, que pour tout champ vectoriel V, on a divergence du rotationnel de V égale 0.
Or, la troisième équation de Maxwell dit que la divergence de B est 0. Donc, il suffirait d'utiliser un champ qui est un rotationnel. Donc, on va définir un champ vectoriel A, ne le confondons pas avec celui-là, n'a rien à voir, un champ vectoriel A dont le rotationnel est égal au champ magnétique, à l'induction magnétique. Et ce champ est appelé potentiel vecteur. On démontre de même que si on a un champ scalaire, c'est-à-dire un simple nombre, alors le rotationnel du gradient de S est égal à 0. Toujours. Et donc la quatrième équation nous suggère de prendre le champ électrique égal moins le gradient d'un potentiel scalaire moins la variation de A par rapport au temps. Et V est appelé potentiel scalaire. Avec ces choix de A et de V, la théorie se simplifie. Parce que la troisième et la quatrième équation sont automatiquement satisfaites. Il ne reste plus que les champs de matière. Notons que on peut changer les V et A en prenant une fonction f quelconque. On va changer le potentiel scalaire en V moins la variation de f avec le temps. Et on va changer le potentiel vecteur en A plus le gradient de f. On vérifie alors que le champ électrique et le champ magnétique restent inchangés. On appelle, pour des raisons historiques, un tel changement un changement de jauge. Et on dit que l'électromagnétisme est invariant sous les changements de jauge, ou invariant de jauge. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une certaine liberté dans le choix de A et de V. Donc on va choisir une contrainte supplémentaire pour fixer les valeurs des champs potentiels A et V. Il y a un grand nombre de choix possibles qu'on appelle des choix de jauge. Les choix sont considérés pris pour des raisons pratiques, et les deux choix les plus connus, c'est la jauge de Coulomb. Alors la jauge de Coulomb est très pratique quand on considère des charges électriques statiques, immobiles. Dans ce cas-là, on choisit la jauge de Coulomb qui consiste simplement à imposer V égale 0. Ça suffit à lever la contrainte et on peut alors avoir un potentiel vecteur unique qui donne B et E. L'inconvénient de cette jauge, c'est qu'elle est utile pour des charges électriques statiques. Pour un observateur en mouvement, ces charges ne seront plus statiques, elles seront en mouvement par rapport à lui. Et de fait, pour un changement d'observateur, nous verrons pas ça ici maintenant, cette contrainte ne tient plus. Donc, si on veut être plus général et donc passer à la relativité restreinte, il est mieux de choisir une autre jauge, et on verra que c'est le bon choix, la jauge de Lorentz, qui consiste à poser divergence de A plus epsilon 0 mu 0 fois variation de V avec le temps égale 0. Donc on rajoute cette équation, cette contrainte, la jauge de Lorentz, qui permet de fixer A et V. Alors si on note delta, le Laplacien, l'opérateur mathématique appelé Laplacien, alors les deux équations restantes de Maxwell, pour les potentiels, deviennent moins Laplacien de A, plus mu 0 epsilon 0 d2A sur dt carré égale mu 0 j, le courant.
est une équation tout à fait symétrique pour le potentiel scalaire, mu0, epsilon 0, d de u sur dt carré, égale la densité de courant divisée par epsilon 0. On n'a donc plus que deux équations, ce qui simplifie évidemment les calculs. Notons que dans des cas généraux, avec des distributions de charges et de courant un peu quelconques, ça peut être très compliqué de résoudre ces équations. On fait souvent appel ainsi, dans des cas un peu plus réalistes, à du calcul numérique. Voilà pour la présentation très synthétique de l'électromagnétisme. Et maintenant, nous sommes armés pour la suite, avec nos expériences, les expériences du passé que nous avons vues, leurs résultats, et l'électromagnétisme. Nous avons ce qu'il faut pour discuter de l'éther luminifère, support des vibrations lumineuses, et de ses propriétés. Et de voir ce que ces expériences et l'électromagnétisme nous apportent dans cette compréhension. Nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.